majeure partie de l'année, les taureaux et les vaches bisons vivent des vies séparées. Une prairie était en train de mourir, son sol s'était réduit en poussière après que ses habitants les plus importants avaient disparu. Puis, un troupeau de bisons sauvages a été relâché sur cette terre stérile. Et c'est pour une bonne raison. 15 ans plus tard, la prairie renaissait et débordait de vie. C'est la véritable histoire du retour le plus étonnant de la nature. Ces dernières années, le South Dakota a été le théâtre d'un spectacle remarquable. Des bisons de nouveau en liberté dans des endroits comme le Badlands National Park et le Wind Cave National Park. Après plus d'un siècle d'absence, des troupeaux ont été réintroduits avec succès dans ces zones protégées. Badlands accueille désormais plus d'1 millier de ces géants des prairies, Wind Cave environ 500 et le Theodore Roosevelt National Park près de 400. Mais une zone restait vide, c'étaient les vastes prairies de la réserve de la Rosebud Sioux Tribe au sud, où aucun bison sauvage n'avait mis le sabot depuis plus de 140 ans. Ces terres étaient devenues l'ombre dégradée d'elles-mêmes. En 2020, cela a enfin commencé à changer. Les dirigeants tribaux, les responsables de parcs et les conservationnistes ont uni leurs forces pour ramener des bisons sur la réserve via le tout nouveau Wolakota Buffalo Range. Ils ont transporté des animaux issus des parcs nationaux et des réserves fauniques sur des terres tribales dans un effort audacieux pour guérir la prairie. L'objectif ? Restaurer un troupeau de 1500 bisons sur 28 000 acres de prairies tribales et, avec lui, restaurer la terre et un mode de vie. Qu'est-ce qui a conduit à cette réintroduction ambitieuse et pourquoi les bisons étaient-ils la clé pour sauver un paysage en train de mourir ? Quand les bisons ont disparu. Pendant des siècles, des dizaines de millions de bisons ont façonné l'écosystème des Grandes Plaines et soutenu le peuple Lakota. Mais autour de 1900, la chasse incontrôlée et une politique délibérée des États-Unis visant à détruire le bison les avaient anéantis. Sur la réserve de Rosebud, aucun bison ne subsistait au début du XXe siècle. En leur absence, la terre et la communauté ont payé un lourd tribut. Sans bisons, des bovins et des moutons ont été mis à pâturer sur les prairies à la place. Mais le bétail domestique broute différemment. Il s'attarde et broute excessivement au même endroit, rasant les plantes jusqu'à leurs racines. Bientôt, les prairies jadis luxuriantes ont été surexploitées. La végétation ne repoussait plus, laissant des zones stériles de sol exposées et desséchées. Chaque année, le sol perdait plus de matière organique et de nutriments, devenant moins capable de soutenir la vie. Avec les herbes natives disparues, seules quelques mauvaises herbes coriaces et peu appétantes ont pris le dessus. Ces plantes offraient peu de nourriture ou d'abri pour la faune. Les oiseaux qui nichent dans les hautes herbes et les petits mammifères qui se cachent parmi une végétation diverse ne trouvaient qu'une végétation homogène et de faible valeur. La biodiversité locale s'est effondrée alors que des espèces disparaissèrent de la zone. Pendant ce temps, le sol nu et les mauvaises herbes à racines peu profondes ne retenaient pas l'humidité. Les vents soulevaient la poussière détachée et la pluie s'écoulait simplement, creusant des ravines. Lors des sécheresses, les terres de la réserve se transformaient en déserts de poussière. La couche arable s'envolait lors des tempêtes et parfois des nuages de poussière se déposaient même sur les villes voisines. L'éradication du bison a aussi frappé au cœur de la culture des Sicangu-Oyate, Sioux de Rosebud. Pour le peuple Lakota, le bison est sacré, source de nourriture, d'outils et de sens spirituel. Perdre les troupeaux signifiait perdre des traditions séculaires, des cérémonies et une identité collective liée au bison. L'économie de la communauté en a souffert. La réserve est devenue l'une des zones les plus pauvres des États-Unis. Les tentatives d'élever du bétail n'ont apporté que des soulagements à court terme et souvent avantageaient davantage des acheteurs extérieurs que des familles locales. Les gens se sont retrouvés avec peu de nourriture, peu d'emploi et le sentiment qu'il manquait quelque chose de vital. En résumé, la terre et le peuple souffraient sans le bison. Ramener les bisons, le projet Wolakota. En réponse à ces défis, la tribu Sioux de Rosebud a décidé de ramener les bisons chez eux.
À partir d'environ 2015, les dirigeants tribaux ont élaboré un plan pour établir une vaste réserve de bisons sur leurs terres. Our main goal with the project is to regenerate the buffalo to native lands here on the Rosewood. Sur 5 ans, ils ont sécurisé des partenariats, des financements et finalement les terres elles-mêmes. Environ 110 km², soit la taille d'une ville comme San Francisco, d'anciens pâturages bovins ont été loués et réservés pour le troupeau. Même un ancien ranch de bovins appartenant à un ex-juge de la Cour suprême des États-Unis a été reconverti comme partie de cette réserve, symbolisant un nouveau chapitre pour la prairie. Le projet, nommé Wolakota Buffalo Ranch, était soutenu par le Bureau de développement économique de la tribu, des groupes nationaux de conservation comme le World Wildlife Fund et l'initiative de conservation du bison du United States Department of the Interior. L'objectif voulait bâtir le plus grand troupeau de bisons géré par des autochtones en Amérique du Nord et restaurer l'équilibre écologique de la Terre. Puis sont venus les bisons eux-mêmes. Le 30 octobre 2020, les premiers remorques sont arrivés transportant 100 bisons depuis Badlands et le parc Theodore Roosevelt. Quelques semaines plus tard, des dizaines d'autres jeunes bisons sont venus du parc national de Wind Cave et un autre groupe est arrivé d'une réserve faunique fédérale au Colorado. Au printemps 2021, plus de 160 animaux parcouraient la réserve Wolakota. Et en avril cette année-là, les premiers veaux de bison sont nés sur ces terres tribales, les premiers depuis bien plus d'un siècle. Les relocalisations ont continué par vagues. Au printemps 2022, le troupeau avait grossi pour atteindre environ 1000 têtes grâce à l'arrivée de nouveaux animaux et à la complémentation des veaux nés sur place. 2 ans plus tard, en 2024, les chercheurs ont compté plus de 1200 bisons pâturant à travers les prairies de la réserve. Le troupeau était en bonne voie pour atteindre son objectif de 1500, réalisant essentiellement la vision du projet avant terme. Avec le retour des bisons, les observateurs ont commencé à remarquer que la prairie elle-même changeait. Les herbes revenaient, les sols paraissaient plus sains et la terre montrait les premiers signes de renaissance. Un écosystème qui déclinait depuis des décennies avait enfin la chance de rebondir, piloté par ses gardiens légitimes. Comment les bisons soignent la prairie ? Pour la prairie, le retour des bisons a été transformateur. Ces animaux sont ce qu'on appelle une espèce clé de voûte, c'est-à-dire que leur présence a un impact disproportionné sur l'environnement. Voici 5 façons dont le troupeau de bisons contribue au retour sur les grandes plaines. Mouvement constant crée un patchwork. Les bisons sont toujours en mouvement. Les bisons sauvages évitent instinctivement de rester trop longtemps au même endroit, à la différence des bovins qui s'attardent. En parcourant, ils broutent une zone puis s'en vont, laissant le temps aux plantes de repousser. Le résultat est un patchwork d'aires broutées et non broutées, une mosaïque d'herbes courtes ici et d'herbes plus hautes là. Cette variété empêche toute plante de prendre le dessus et offre des habitats diversifiés. En fait, la recherche à long terme a constaté que les prairies avec bisons soutiennent environ 2 fois plus d'espèces végétales que celles sans bisons. Le contrôle des mauvaises herbes par la nature, les bisons aident à maintenir les mauvaises herbes envahissantes sous contrôle. Ils ont tendance à couper les jeunes pousses de plantes agressives et envahissantes, le type que le bétail ignore souvent. En mangeant ces plantes, avant qu'elles ne se répandent, les bisons donnent aux herbes natives une chance de reconquérir la terre. Les zones avec bisons ont été observées avoir seulement environ la moitié des mauvaises herbes envahissantes, permettant aux plantes plus nutritives natives de s'épanouir. Sabots qui labourent et arrosent le sol. Chaque bison adulte, pesant jusqu'à 907 kg, à peu près autant qu'une petite voiture, agit comme une charrue vivante. À mesure que ces lourds animaux vagabondent, leurs sabots brisent les croûtes de sol dur. Ce labour naturel creuse de petits trous et fissures qui aident l'eau de pluie à s'infiltrer au lieu de s'écouler. Après une tempête, les empreintes de sabots dans le sol deviennent des milliers de mini-bassins d'eau de pluie réduisant l'érosion. Une étude a trouvé que les prairies fortement piétinées par les bisons perdaient environ 25% de matière arable en moins lors de fortes pluies comparées au sol non touché. Avec le temps, ce piétinement augmente la capacité de stockage d'eau dans le sol et aide même à recharger les eaux souterraines sous la prairie.
Le fumier comme engrais gratuit, les bisons fertilisent aussi la terre en chemin. Un bison adulte laisse environ 20 kg de fumier chaque jour, à peu près le poids d'un enfant de 4 ans en tas épars. Ce fumier est riche en nutriments comme l'azote, le phosphore et le potassium dont les plantes ont besoin. Les coléoptères du fumier et les vers de terre le décomposent et le mélangent à la terre, enrichissant le sol. Le résultat est un engrais naturel à libération lente à travers la prairie. Avec le temps, les sols enrichis par les bisons deviennent plus meubles, plus foncés et bien plus productifs, capables de soutenir des herbes épaisses et des fleurs sauvages sans aucun additif artificiel. Dérouler le tapis d'accueil, pour faire face aux insectes et à la chaleur de l'été, les bisons se vautrent souvent, roulant leurs énormes corps sur le sol et transformant l'herbe en poussière. Chaque vautrage est une dépression en forme de bol de terre nu créée par le corps d'un bison. Dans le processus, le bison arrache la végétation ancienne et enfonce des graines de sa fourrure dans le sol. Quand la pluie arrive, la dépression se remplit d'eau, devenant un étang temporaire. La boue riche en nutriments, souvent mélangée au fumier de bison, fournit un lit idéal pour que les graines germent. Bientôt, de nouvelles plantes prennent racine dans ces zones de vautrage, souvent des espèces qui peinent dans l'herbe plus épaisse alentour. Ces étangs saisonniers attirent aussi la faune. Oiseaux, insectes, même grenouilles trouvent refuge dans ces mini-zones humides. Ainsi, les zones de vautrage des bisons deviennent de petits oasis de vie dispersés à travers les plaines. En seulement quelques années, ces processus ont commencé à transformer des pâturages désertiques en une prairie saine à nouveau. Les herbes natives et les fleurs sauvages réapparaissent et les animaux sauvages reviennent sur le paysage. La transformation est indubitable. Pourtant, ce succès s'accompagne aussi de responsabilités et de défis. Cependant, la réintroduction des bisons n'est pas une cure miracle universelle. Elle exige de vastes espaces ouverts et une gestion prudente. La réserve Woolakota a dû être entourée de clôtures solides pour empêcher le troupeau d'aller vers des exploitations voisines et des routes. Les gestionnaires de la faune surveillent la santé du troupeau et la pression de pâturage, surtout pendant les hivers rudes ou les sécheresses. Le projet dépend aussi d'un financement continu et d'un soutien communautaire. Tout le monde n'est pas enthousiaste. Certains éleveurs voisins craignent que les bisons ne fassent concurrence au bétail ou ne propagent des maladies. Une collaboration permanente est nécessaire pour répondre à ces inquiétudes. En bref, équilibrer restauration écologique et réalité moderne reste une tâche continue. À la fin, un paysage apparemment perdu a été guéri par les mêmes géants qui autrefois le définissaient. Le retour des bisons a rajeuni les plaines et l'esprit de la communauté, prouvant que même après des générations de pertes, la restauration est possible. C'est une histoire d'espoir pour d'autres écosystèmes brisés. Si vous avez trouvé ce parcours instructif, envisagez de vous abonner pour d'autres histoires sur la résilience de la nature et n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions dans la section commentaires ci-dessous.